Bonjour à tous. Dans la série de 4 vidéos que je vous propose ici, nous allons aborder la question des modes de production de l'alimentation et l'évolution de leur rapport au territoire et à la ville. La première vidéo abordera des questions théoriques et donnera les outils nous permettant d'analyser la production alimentaire par rapport à des filières d'acteurs. La seconde montrera de manière diachronique et synchronique les grandes transformations du rapport entre le territoire, la ville et la production de nourriture. La troisième sera consacrée à la place des communs dans la production alimentaire des villes. Elle montrera à travers quelques exemples les conditions de leur création et de leur maintien en ville. Enfin, la dernière vidéo, la plus courte, sera consacrée à la place de ces communs liés à la production de nourriture dans les projets contemporains d'urbanisme et de territoire. L'agriculture et la production alimentaire ont toujours été au cœur des préoccupations des villes. En effet, ces dernières ont toujours cherché pour leur implantation la disponibilité de ressources pour la production de nourriture, notamment des terres fertiles et de l'eau. Ceci a longtemps été, avec d'autres paramètres, notamment le croisement des voies de communication et les besoins défensifs, les critères les plus importants de la création des villes à travers le monde. Ce lien entre ville et nourriture est souvent appréhendé dans un rapport ville-campagne qui a constitué pendant des millénaires le modèle de base de l'organisation économique et surtout de l'approvisionnement alimentaire. Les produits maraîchers, l'élevage et l'arboriculture venaient dans la plupart des villes de la campagne voisine. Ce modèle, largement répandu malgré quelques exceptions, a lentement évolué à travers l'histoire et les lieux jusqu'à la révolution industrielle qui a complètement bouleversé le modèle. Ces échanges entre ville et campagne suivent généralement deux modèles. D'une part, un rapport non marchand lié à l'autoproduction et à l'autoconsommation, à l'échange, au troc ou simplement à la solidarité familiale ou communautaire, qui nous renvoie directement au commun et à l'exploitation commune des ressources qui nous intéressent dans ce cours. D'autre part, un rapport marchand impliquant des acteurs économiques divers. Ceci peut passer simplement par l'agriculteur qui vend directement sa production sur la place du marché, ou par des intermédiaires, commerçants ou revendeurs, dont les sources d'approvisionnement peuvent couvrir un territoire dépassant les frontières locales, régionales, voire même nationales. La question de l'alimentation est souvent analysée à travers les filières de produits, telles que la filière bovine, la filière céréalière ou autres. Or, ce qui nous intéresse en tant qu'urbanistes sont les acteurs de cette production et leur action sur les différentes échelles de territoire. C'est pour cela que nous proposons de reprendre ici la grille d'analyse de Philippe Heugon, qui aborde la question des filières d'acteurs. Au lieu de se baser sur des filières de produits, il met les acteurs au cœur de l'échange et de l'approvisionnement de la ville. Il identifie 4 filières d'acteurs. D'abord, la filière domestique, qui s'inscrit dans une logique de subsistance et parfois d'échange, basique, sans forcément de logique marchande. Ces acteurs inscrivent leurs actions dans l'espace local. Ensuite, il y a la filière marchande, qui implique des échanges économiques de base et dont l'espace d'action est un territoire régional. Troisièmement, il y a la filière étatique, qui implique un contrôle de la part de l'État de la production alimentaire. Elle concerne, comme son nom l'indique, l'espace national. Enfin, il y a la filière capitaliste, qui est dans une logique d'accumulation du capital et du profit. Son espace d'action dépasse les frontières de l'État. Il est possible de croiser cette grille d'analyse avec la grille d'analyse néo-brodélienne proposée par Jean-Philippe Peymans et reprise dans ce MOOC dans les cours sur les régimes territoriaux présentés par Bernard Declèves dans le second chapitre. Le premier niveau peut correspondre à la fois à la filière domestique et à la filière marchande, le second niveau à la filière marchande et à la filière étatique, et le troisième et quatrième niveau à la filière capitaliste. Comme nous le verrons dans la troisième vidéo de ce cours, la production agricole sous forme de commun s'inscrit souvent dans les filières domestiques ou marchandes. Elle implique dans la majorité des cas des acteurs du premier niveau agissant sur un espace local ou régional.
Chaque filière est une sorte de chaîne qui va de la production à la consommation et qui peut être divisée en plusieurs étapes, qui sont la production agricole, l'intermédiation qui peut être elle-même faite de plusieurs étapes, la transformation, la distribution et l'utilisation finale. Chaque étape se matérialise en ville par une série d'infrastructures qui façonnent l'espace et contribuent à construire la ville. Depuis la révolution industrielle, les filières n'ont pas cessé de s'allonger, au point d'arriver à un seuil critique qui pousse à un retour aux filières courtes. Pour ce faire, il s'agit essentiellement d'agir sur les points 2, 3 et 4 en essayant de les réduire le plus possible ou de les supprimer. Les différents niveaux d'acteurs et les filières que nous avons identifiés ne doivent pas être pensés de manière isolée, car il y a, comme nous le verrons dans d'autres vidéos, des liens entre les acteurs et les différentes filières à différents moments de la chaîne. Un même produit peut passer par plusieurs filières et types d'acteurs. Traditionnellement, la production locale autour des villes, dans un rapport ville-campagne classique, concernait la culture maraîchère et l'élevage, en impliquant des acteurs du premier et du deuxième niveau. Ils sont, comme nous l'avons évoqué au début de cette vidéo, dans des échanges marchands ou non marchands. Dans le premier cas, ils impliquent souvent des élevages ou exploitations privées. Dans le second, ils impliquent souvent des exploitations communautaires et sont gérés comme des communs. Les échanges commerciaux supralocaux, quant à eux, concernent souvent des denrées plus rares qui ne poussent pas partout. C'est le cas par exemple du blé, du riz, des épices ou du sel. L'ensemble de ces échanges commerciaux concernant l'alimentation répondait à une économie de marché avec des acteurs plus ou moins libres de leurs actions. Cependant, les acteurs politiques, rois, ducs, princes et califes, suivis des États-nations, se sont très rapidement mêlés de ces échanges pour deux raisons principales. Premièrement, assurer la sécurité alimentaire de la population pour éviter les disettes d'une part, et pour pérenniser le pouvoir d'autre part, en évitant les soulèvements pour cause de manque de nourriture. De plus, l'irrégularité des productions locales, due aux aléas du climat, aux guerres et aux épidémies, a poussé très tôt les habitants des villes et leurs dirigeants à penser la sécurité alimentaire et à élargir leurs espaces d'approvisionnement en vivres. La seconde raison est de tirer bénéfice des échanges commerciaux et d'assurer des revenus aux États. Cette implication de ce qu'on appellera pouvoir public prend une forme très organisée dès l'Antiquité avec l'annone romaine. Il s'agit d'une taxe en nature, souvent en grains, prélevée sur une partie de la production de certains agriculteurs et commerçants. Elle sert à assurer une sécurité alimentaire en cas de disette et à réguler le marché en cas d'augmentation des prix. Elle évoluera avec le temps dans les villes d'État d'Italie jusqu'à devenir des taxes comme on les connaît aujourd'hui. Elle évoluera également dans le sud du bassin méditerranéen avec les différentes dynasties musulmanes en se mêlant avec les prescriptions religieuses de ce qu'on appelle la zakat. Cette double préoccupation pour la sécurité alimentaire et l'assurance de revenus aux États va contribuer bien entendu avec d'autres paramètres à l'évolution dans le temps des systèmes de production de l'alimentation et de leur rapport à la ville et au territoire.